De la reconnaissance faciale sur nos téléphones, au GPS, en passant par les algorithmes qui nous suggèrent des films et des musiques ou encore ChatGPT, l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien. Ces machines sont capables de reproduire des comportements humains, comme raisonner, apprendre ou résoudre des problèmes à partir de données. L'IA transforme progressivement nos façons de vivre, de travailler et d'interagir, et le secteur du cinéma ne fait pas exception. Dans ce tout premier épisode, c'est moi, Hélène, qui vais vous parler d'intelligence artificielle dans le secteur du doublage. Quels sont les défis, mais aussi les opportunités que l'IA apporte au milieu? Quelles sont les revendications des associations de scénaristes et comédiens de doublage? Et à terme, l'IA pourrait-elle remplacer les doubleurs et les doubleuses? Pour répondre à ces questions, on reçoit aujourd'hui Alexis Flamand et Damien Van Acteur. Vous écoutez Entre deux prises, le podcast du FIF Namur qui va à la rencontre de celles et ceux qui réinventent le cinéma. Est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes et quelles sont vos formations, vos professions respectives? Alors, je m'appelle Alexis Flamand. À la base, j'ai une formation d'ingénieur du son. Je suis rentré dans le doublage par là. Je suis devenu comédien de doublage et après directeur artistique. Ça consiste en quoi, directeur artistique dans le doublage? Alors, directeur artistique, c'est celui à qui on confie le programme, donc un dessin animé, un film, une série. Je vais regarder le programme, je vais proposer un casting, souvent sur les rôles principaux au client qui va choisir. Et de là, je vais organiser toutes les sessions de doublage, convoquer les comédiens, choisir les autres comédiens pour les petits rôles et organiser tout ça pour que ça se passe bien. Et une fois en studio, dire recommence, c'était pas bien. Et toi, Damien, quelle est ta profession? Qui es-tu? Alors, moi, je m'appelle Damien Van Acteur, je suis journaliste. Dans une autre vie, j'ai travaillé en agence de presse chez Belga, entre autres. C'est là où j'ai appris mon métier, en fait, après des études où j'ai eu la chance de pouvoir travailler en radio, en télévision locale, pour faire mes armes. Et progressivement, je me suis détaché de ce rôle de journaliste au quotidien dans la rédaction et dans les rédactions et dans la production pour faire plus de la stratégie éditoriale, pour accompagner les médias, accompagner les institutions, les écoles et les universités dans cette transition vers le numérique, en essayant de s'emparer de ces dynamiques-là, tout en prenant conscience qu'il y avait des enjeux de société aussi derrière qui étaient importants. Et donc voilà, je monte des projets, j'accompagne des projets qui sont souvent avec un côté média, évidemment, mais aussi un côté pédagogie, et puis entrepreneurial, parce que les modèles économiques changent, évoluent, et il faut s'en emparer. Donc aujourd'hui, on se rencontre pour parler de l'intelligence artificielle, de son impact sur le secteur du doublage. C'est pas du tout nouveau, l'intelligence artificielle. On peut prendre des exemples comme Enigma, qui a permis de déchiffrer des codes cryptés de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi le superordinateur Deep Blue d'IBM qui a réussi à battre pour la première fois un champion du monde d'échecs en 1997. Qu'est-ce qui fait que l'arrivée de ChatGPT ou de Gemini, donc l'intelligence artificielle de Google, c'est vraiment une nouvelle étape, un chamboulement dans l'histoire de l'intelligence artificielle? L'accès au grand public. Euh, les professionnels l'utilisaient déjà depuis très longtemps. Ça fait des années qu'on gère, par exemple, les foules dans les stades ou les transports en commun, même par rapport aux métiers culturels et créatifs. Ça fait des années que des outils sont utilisés dans les logiciels de montage, bon, dans le son, etc. Donc, ça n'a pas grand-chose de neuf. On peut dire que c'est un usage plutôt industriel. C'est un usage que le grand public n'a pas forcément conscience. Par contre, c'est vraiment exponentiel. Et le fait qu'il y a 2 ans, ChatGPT est sorti, puis il y a eu Midjourney, puis tous les autres derrière, il y a une fuite en avant, en fait, qui est en cours pour l'instant, et où on ne sait pas trop vers où ça va aller. C'est ça qui fait l'enjeu, en fait, de pouvoir le baliser, de pouvoir l'encadrer, de pouvoir accompagner ces transformations-là, parce qu'on n'est qu'au début de cette ère grand public de l'intelligence artificielle. Si on revient au secteur du doublage de manière spécifique, en quoi l'intelligence artificielle, là, aujourd'hui, impacte votre manière de travailler? Alors, pour l'instant, elle ne l'impacte pas encore. On n'a pas encore de véritable exemple de doublage réalisé uniquement avec de l'intelligence artificielle. On commence à avoir des voix off et des choses comme ça qui sont effectivement remplacées par de l'intelligence artificielle. Mais dans le domaine du doublage, pour l'instant, on n'a pas encore d'exemple concret. Mais justement, il va falloir légiférer avant que ça le devienne. Puisque, effectivement, les IA génératives de voix, le problème qu'on a, et c'est pour ça qu'on a créé Belva en Belgique, l'UVA à l'international, qui a les voix.fr en France. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Belva? Oui, Belgian Voice Artists. C'est une organisation
pour justement défendre les professionnels de la voix enregistrés face aux problèmes que vont engendrer les IA. Et donc, on s'est organisé avec les néerlandophones, les germanophones, pour essayer de militer pour ça. On est aussi accompagné par des studios qui sont dans les mêmes problèmes que nous. Une fois qu'on aura remplacé les voix par des IA, on n'aura plus besoin non plus de studios. On a plusieurs piliers, notamment on voudrait une traçabilité, parce que les IA ne créent pas, elles ne génèrent pas de voix, elles volent des voix. Et c'est là le problème. Il me semble que dans les dernières discussions que j'ai eues avec des ingénieurs du son, il faut une 50aine d'heures d'enregistrement pour créer une voix synthétique. Mais on peut également voler des voix, comme ça a été le cas avec ChatGPT, avec le cas de Scarlett Johansson, où effectivement, là, elle a porté plainte et la voix a été retirée. On a le problème avec la voix d'Homer Simpson, qui est également en procès parce qu'on lui a volé sa voix. La voix de Siri, par exemple. La comédienne qui a prêté sa voix pour Siri, n'a jamais gagné 1 euro. D'accord, ça je ne savais pas. Mais par contre, on a aussi des exemples en Belgique avec la voix de Roronoa Zoro de One Piece, par exemple, qui a été reprise sur un compte TikTok. Et donc ça, c'est tous ces problèmes-là qu'il va falloir gérer pour que ce ne soit pas n'importe qui doive attaquer en justice comme ça, parce que tout le monde n'a pas les moyens de le faire, ni le temps de le faire, et que tout ça soit plus juste. On l'a vu justement, c'est au printemps 2023 qu'il y a eu une grosse grève à Hollywood. Donc les scénaristes, puis suivi des comédiens, donc ont revendiqué à la fois des meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires, et aussi ils ont demandé la mise en place de garde-fous contre l'intelligence artificielle. Parmi les accords qui ont débouché suite à ces grèves, il a été convenu donc que les acteurs doivent toucher le même salaire pour l'utilisation donc de leur clone numérique que celui qu'ils auraient reçu s'ils avaient véritablement réaliser cette voix. Quelle est la conséquence donc de cet accord sur les doubleurs? Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, visiblement, il y a certaines parties de cet accord qui vont être renégociées. Et nous, ce qui nous fait peur, évidemment, c'est la possibilité pour les majors d'utiliser la voix du comédien original et de la morpher dans une autre langue. Ce qui serait effectivement la fin du doublage en ce qui nous concerne. Maintenant, il y a beaucoup d'acteurs qui s'y refusent. Pourquoi ? Parce qu'on a ce problème dans cette traduction que le doublage n'est pas juste une traduction. Ce que je prends souvent comme exemple, c'est que si on prend une vendeuse à New York, quand elle va vous recevoir, ça va être « Oh, how are you today? So nice to meet you ». Elle va vraiment être très, très expressive. Si on fait ça en français, si on le traduit littéralement, le client va avoir l'impression que la vendeuse se fout de sa gueule. Ça va pas être juste. Il va falloir ramener un petit peu ce ton pour donner la même impression en français. Et c'est pareil pour plein de choses. Si on mime des expressions, des onomatopées japonais en français, il y en a certains qui passent, il y en a, ça n'a juste aucune connotation, on ne va pas comprendre. Et donc, ce n'est pas juste mimer, et il va falloir interpréter, localiser et adapter à une culture certaines choses. Et en ça, peut-être que l'IA y arrivera un jour. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Imaginons, donc la voix de Brad Pitt serait traduite en français, mais si on doit rémunérer Brad Pitt au même tarif que si c'est lui qui avait enregistré sa voix, il serait très certainement mieux rémunéré qu'un doubleur. Donc ça peut aussi vous protéger, cet accord. Et c'est là que, effectivement, un des angles d'attaque pour se protéger de l'IA, c'est la juste rémunération. C'est un des angles, effectivement. Si, in fine, une IA est rémunérée la même chose qu'un humain, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à passer par une IA. Et donc, c'est là-dessus qu'il va falloir se battre. Pour l'instant, le fait est que toutes les voix qui pullulent sur Internet sont pour la plupart volées. On n'a aucune idée d'où elles viennent, quel matériel de base a été utilisé. Et on voit de plus en plus d'annonces de gens qui proposent quelques euros pour donner sa voix. Et aujourd'hui, qu'en est-il de justement la régulation de ces vols de voix? Est-ce qu'il y a des procédures qui sont en cours et pourquoi est-ce que c'est si difficile de réguler? Parce qu'il faudrait pouvoir établir de manière sûre et certaine que cette voix, effectivement, appartient bien à quelqu'un. Pour ça, il faut que cette personne ait déclaré sa voix, quelque part. Qu'on ait cette empreinte numérique certifiée, validée avec des tampons numériques qui permettraient, et on pourrait le faire, hein, il y a des expérimentations qui sont faites là-dessus, notamment avec la blockchain, qui peut être une des technologies qui peut être intéressante pour ça. Moi, je travaille un peu là-dessus. Est-ce que tu peux réexpliquer c'est quoi le blockchain?
Mais la technologie en tant que telle, c'est des actes notariés, on va dire ça comme ça. On peut considérer que la blockchain est une façon numérique de pouvoir certifier, valider, tracer des échanges qui ont lieu ou la propriété, pas forcément intellectuelle, mais la propriété d'une œuvre numérique, quelle qu'elle soit. C'est un tampon numérique quelque part, hein, qui dit à ce moment-là, à cet endroit-là, à ce temps-là, il s'est passé quelque chose, il y a eu un échange, il y a eu un transfert. Ça, c'est ce que la blockchain permet de faire à l'heure d'aujourd'hui. Et il y a pas mal d'expérimentations qui sont menées autour de tout ça. Il y a des standards qui commencent à émerger pour la vidéo, pour l'audio, enfin pour les œuvres d'une manière générale. Mais pour ça, il faut d'abord s'entendre sur c'est quoi la création et puis comment on se répartit les droits derrière, les droits voisins, etc. Et c'est là qu'on se rend compte que, je pense, mais je ne suis pas expert en la matière non plus, que c'est même la notion de droit d'auteur qui est en train d'être un peu basculée cul par-dessus tête. Et il va falloir réfléchir à cette façon-là. Et la notion de fair enough est quelque chose qui probablement doit guider les réflexions, mais on est sur des enjeux à l'échelle de la planète, là. On n'est plus sur une régulation nationale. Dans le meilleur des cas, on est peut-être sur une régulation européenne. Mais si on ne parle pas de la même chose avec les Américains ou avec les Japonais, ça va être difficile de s'entendre. Donc c'est éminemment complexe. Euh, et ces vols de voix, j'ai un peu du mal alors, aujourd'hui de comprendre comment on pourrait revenir en arrière, en fait, parce qu'elles sont là, elles sont utilisées. Et que si on prend Eleven Labs, par exemple, qui est une des boîtes qui travaille beaucoup sur la voix et qui propose des choses nouvelles tous les jours ou presque, ça va être compliqué d'aller leur dire de faire marche arrière et on pourra leur faire tous les procès du monde. Ça a été déjà le cas avec Facebook et avec tous les autres derrière, hein. Ils font oui, oui, pas de souci, mettez du temps, on a des avocats derrière qui vont faire traîner les choses et puis un jour, à force de le faire, bah, ça va passer et on va faire ok, maintenant on est obligé de faire avec. Je crains on en soit un peu arrivé là. C'est pas défaitiste, hein, parce qu'il y a plein d'autres façons de pouvoir essayer de sortir par le haut de ce genre de problème. Mais la techno, le code informatique va plus vite que le code législatif. Et c'est pour ça que nos façons de contre-attaquer doivent être indépendantes de la techno. Alors, d'une part, sur le vol de voix, je pense que l'idée de watermarking, par exemple, sur des voix est une possibilité. C'est ma propriété, c'est ma voix, c'est un fait. Maintenant, ça a ses limites parce qu'effectivement, une fois qu'on aura mélangé quelques pourcents de cette voix avec cette voix, avec cette voix, avec cette voix, voilà. Maintenant, d'un point de vue législatif, tout comme on a interdit le buffer hormone, on pourrait interdire la diffusion de programmes doublés par IA. On pourrait imaginer qu'on interdise l'utilisation d'IA pour la diffusion de programmes intégrant l'idée d'émotion. Et ça nous décorrèlerait justement de l'avancée technologique et ça nous permettrait de ne pas avoir à courir après justement un code qui va bien plus vite que la justice. Et donc à partir de là, effectivement, d'un point de vue international, ça va être très très compliqué de légiférer dans le monde entier, je suis entièrement d'accord avec toi. Maintenant, d'un point de vue national, justement, et européen, on a déjà l'IA Act, bon, qui n'est pas d'un point de vue culturel, on est plus sur quelque chose d'autre, mais on commence à avoir une idée de légalisation du sujet. Et donc, encore une fois, au niveau des diffuseurs, moi, dans le domaine qui me concerne, on peut légiférer là-dessus, entre guillemets, assez facilement. Alors, pour vous situer, l'IA Act, c'est une législation qui a été adoptée par l'Union européenne en août 2024 et qui vise à encadrer le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle tout en protégeant les droits fondamentaux des usagers. L'idée, en fait, c'est de maintenir un équilibre entre innovation technologique et utilisation éthique et sécurisée de l'IA. Ce qui est fascinant, c'est qu'on arrive à une étape de l'évolution de l'informatique. Prenons ça à l'échelle de l'évolution de la planète. Remettons-nous 100 ans en arrière et regardons un peu le chemin qui a été parcouru. L'accélération, elle est fulgurante. Dans l'urgence de légiférer autour de tout ça, dans l'urgence d'encadrer ou de protéger des métiers, mais il y a une forme de protectionnisme qui, au niveau européen, a été probablement salutaire. Au niveau des États-Unis, a été dans un tout autre registre. Mais on change de paradigme aujourd'hui. Et comment l'Europe va se positionner par rapport à ça, c'est éminemment politique. Et ça pourrait être, au niveau européen, nous, on va être un safe harbor, on va être un endroit où, justement, on protège la création, où on protège un certain nombre de métiers, mais aussi on protège cette véracité
du ton, de ses émotions, dont on peut parler éventuellement, et on ne va pas les manipuler, on ne va pas laisser l'IA manipuler nos émotions. L'enjeu, il est supra, en fait. On est bien au-delà de protéger des métiers, en fait. Exactement. Maintenant, pour moi, le problème, il est au-delà. C'est comme tu le dis, c'est la manipulation de l'émotion. Quand on joue, on donne une émotion qui est réelle, qui vient de nous. On la fabrique, on la provoque, mais elle est réelle, elle est humaine. À partir de là, on va avoir des IA qui vont être, je pense, un jour capables de les mimer de façon aussi convaincante que nous. On ne fera plus la différence entre est-ce que cette émotion est humaine ou non. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? L'évolution d'une IA qui va générer du contenu et qui va se nourrir in fine d'elle-même. Et notre jeu à nous en tant qu'humains, il est nourri par toute notre société, par notre vécu. On ne joue plus du tout de la même façon que dans les années 60 et on évolue comme ça. Que va donner l'évolution d'une IA qui ne sera nourrie que d'elle-même? Et après, on retourne sur les problématiques d'Internet avec cette théorie du deadnet, je crois. Cette théorie que, in fine, Internet est en train de se vider de l'humanité, puisqu'on se retrouve avec des feeds créés par des IA, commentés par des IA pour faire monter les vues, et recommentés par des IA, et au final, il n'y a que des IA qui génèrent du contenu, qui commentent le contenu et qui regardent le contenu, et Internet est mort. Et il y a de plus en plus de poches comme ça sur Twitter et d'autres où, au final, on ne sait plus vraiment s'il reste un humain derrière. Et on a toute la création de contenu, et c'est pareil sur YouTube avec énormément de chaînes qui sont créées uniquement par IA, avec des voix IA. Bah, il y a le vrai enjeu de comment les IA se nourrissent, en fait. Parce que si on arrive dans je parlais du dead web, en fait, là, on va arriver dans une espèce de spaghetti monstrueux où, effectivement, si on nourrit l'IA de bullshit, elle va nous générer du bullshit. Et sur ce sujet-là, on avait une professeure de la Sorbonne spécialisée en IA, j'ai oublié son nom, qui disait que dans les médias, ça va commencer à être vraiment problématique. On a eu cet institut de veille médiatique qui a licencié plus de la moitié de son personnel pour les remplacer par de l'IA. Et donc, elle mettait en garde que cet institut de veille médiatique faisait des résumés de tout ce qui se passait dans les médias mondiaux à destination, par exemple, de l'armée. Et donc, on va avoir du contenu médiatique informationnel généré par de l'IA, résumé par de l'IA, présenté à l'armée pour qu'elle prenne ses décisions. Ça pourrait être problématique. Pour moi, il y a cet enjeu de réussir à recapter le moment où on va venir se glisser dans les newsfeeds des gens avec des contenus qui seront produits autrement, de dire à un moment donné, de réhabituer les oreilles, de réhabituer les yeux, de réhabituer les gens à des vraies émotions, en fait. Et le problème, c'est que l'IA, on pourra pas la tenir accountable de ça. On pourra demander à un moment donné au créateur de celui qui aura décidé de créer les automatisations pour pousser des contenus en ligne. T'es sûr que là, t'as pas enfreint à un moment donné un certain nombre de choses, mais ça va être difficile de les anticiper. D'autant plus qu'en Europe, on a une culture législative qui est un peu particulière, qui par défaut, on interdit tout, alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. Par défaut, on peut tout faire. Si ça merde, on fera une jurisprudence, on te tapera sur le dent en disant attention, tu peux plus le faire, là, t'as déconné. Mais en Europe, a priori, si c'est pas autorisé, on peut pas le faire. Et là, il y a un vrai enjeu en termes d'innovation, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, c'est macro. On est à l'échelle d'une économie qui est globalisée. Et moi, quand je discute avec des start-upers, quand on discute d'innovation et d'entrepreneuriat, on dit, mais on nous limite à la base. Si nous, on le fait pas, d'autres vont le faire, et probablement avec d'autres intentions, et probablement avec d'autres cadres. Encadrons-le, mais laissez-nous tester. Ne nous mettez pas des fers aux pieds, alors que dans une autre législation, on les autorise à le faire, à avancer, à casser des trucs, puis à voir ce qui tient, et au profit d'un certain nombre. Et pour moi, c'est une vraie question liée au capitalisme. Et donc, c'est bien au-delà, et c'est ça qui est fantastique, c'est que ça ouvre des conversations qui peuvent être absolument géniales, mais qui sont de cet ordre-là, en fait. Je suis d'accord avec toi, il est hors de question de brider l'évolution et effectivement se mettre en marge du reste du monde qui peut faire tout et n'importe quoi et que nous on interdit tout, c'est complètement absurde. Encore une fois, moi je pense que c'est sur la diffusion, c'est sur l'utilisation, c'est sur vraiment cette marchandisation du vol des voix qu'il faut agir, Mhm. pas sur le développement de technologies, ça absolument pas. Et c'est toujours pareil, c'est sur la diffusion qu'il faut agir et pas sur la création. Et on parle du vol des voix, c'est que pour le moment, on parle surtout du travail des doubleurs, des comédiens. Mais est-ce que tu peux nous rappeler en fait tous les métiers qui sont impliqués dans le doublage? Parce que ça ne se limite pas au travail du comédien. Ah oui, non, dans le doublage, on a donc la production, donc le client à la base déjà qui produit quelque chose et qui veut le faire doubler dans plusieurs langues, on appelle ça la localisation.
Et donc, il va y avoir le client, les studios, les prods, donc ceux qui gèrent la réception du matériel, qui nous mettent tout à disposition, les ingénieurs du son, les directeurs techniques qui gèrent les studios, comme celui dans lequel nous sommes. Il va y avoir le directeur artistique qui donc regarde le produit et gère les comédiens, les ingénieurs du son qui vont enregistrer, Les traducteurs. les traducteurs. Alors, à l'époque, il y avait adaptateurs, traducteurs et détecteurs, mais maintenant, c'est une seule personne en général. Mais donc, oui, il y a vraiment énormément de gens qui sont impactés par ça. Et il n'y a pas que le doublage, il y a aussi les voix off, les voix pub et tout ce genre de choses. Du coup, je vais lancer une grosse question parce que tout à l'heure, tu disais il faudrait réhabituer, resensibiliser le public à la création humaine. Mhm. Comment est-ce qu'on pourrait le faire? Comment J'ai pas de baguette magique, hein, mais je pense que quand on crée, on a une responsabilité sociétale. Réussir à monter en puissance en termes de volume, ça nécessite à un moment donné des effets d'échelle qui fait que normalement, bah, pour qu'une entreprise fonctionne, il faut pas oublier dans quel monde on vit non plus, hein, le cinéma, c'est une sacrée industrie. Le monde des médias duquel moi je viens, ce sont des industries. Les médias sont des industries qui doivent trouver à un moment donné une façon pour rémunérer leurs actionnaires, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés. Mais les coûts qui sont liés à ça étaient généralement exponentiels. Et là, pour le coup, bah, l'IA amène des solutions qui sont incroyablement efficaces. Et la productivité, le productivisme, si on suit cette logique-là aujourd'hui, bah, les effets d'économie d'échelle qu'on va pouvoir faire, c'est rarement pour envoyer 3 semaines en plus les gens en vacances. Moi, je reviens de San Francisco cet été où j'ai vu les voitures autonomes fonctionner. Il y a un effet waouh, génial au départ. Ok, on va faire confiance aux bagnoles parce que les bagnoles, elles picolent pas, elles se mettent pas en grève. Et, enfin, pour mille raisons, ça marche mieux. Ok. Mais est-ce que c'est vraiment le monde dans lequel on a envie de vivre, sachant qu'elles sont nourries à l'IA? Ce n'est à la limite que de l'IA. C'est de la data. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Est-ce qu'on va mettre plus de bagnoles sur la route? Ou est-ce qu'on va en enlever? Est-ce qu'on va mettre plus de transports en commun? Est-ce qu'on va faire en sorte que l'intermobilité puisse se faire de manière plus efficace? Ou bien est-ce qu'on va permettre à tous ceux qui en ont uniquement les moyens de pouvoir se retrouver à l'arrière dans ces bagnoles-là avec leur laptop sur les genoux pour continuer à travailler? Donc c'est vraiment cette logique de productivité qui fait on se dit, ben, ok, produire plus, ah, ça sert à quoi en fait? Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un peu moins, mais un peu mieux? Moi, là où je reste assez positif, c'est qu'on a bien vu avec les années que les producteurs de contenu qui faisaient des choses de qualité allaient peut-être toucher moins de gens, mais allaient peut-être les toucher mieux. Et on appartient à un moment donné, ce sentiment de communauté qui est là et où on partage des centres d'intérêt avec des gens qui sont répartis partout dans le monde. C'est quand même un truc génial. C'est là où il y a un enjeu et que moi je me pose au quotidien. Est-ce que j'ai envie de participer au remplissage des tuyaux et à la saturation de l'espace informationnel? Donc c'est philosophique, hein, comme question, mais ça repose la question des ressources, de la disponibilité de ces ressources, de qu'est-ce qu'on en fait? En tant qu'être humain, nous avons 24 heures dans notre journée. on observe donc il y a plusieurs mouvements tels que Touche pas à ma VF. Mhm. On a vu aussi que donc ce mardi 3 décembre, il y a une grosse Oui. manifestation à Paris donc de comédiens, de scénaristes qui veulent alerter contre les risques de l'intelligence artificielle sur leur métier. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous épingler les revendications de ces mouvements? Alors, les revendications, c'est ce que je disais, c'était vraiment la juste rémunération, l'open source, donc le fait de savoir d'où viennent ces voix, à qui elles sont et rémunérées normalement. Il faut vraiment réfléchir ça à l'envers. C'est que même si les voix ont déjà été volées, que les modèles ont été créés, que les voix existent, on devrait interdire leur diffusion et leur utilisation si on ne sait pas d'où elles viennent. Et on voit aussi donc en Belgique francophone, enfin moi je suis un bon exemple, j'ai grandi dans la région de Charleroi, le cinéma dans lequel j'allais quand j'étais jeune proposait d'office des VF. On voit ici en Belgique francophone qu'on est encore très attaché aux VF. Comment on pourrait expliquer justement que justement notre public wallon est aussi attaché à ces doublages francophones? Alors, l'AVF, c'est un outil pour donner une accessibilité. C'est-à-dire que de toute façon, la traduction, c'est une trahison. Et bien évidemment que si on peut lire un texte en sanskrit, on en aura toute la saveur ultime. Je ne lis pas le sanskrit, j'ai besoin d'une traduction. Et toute traduction est une trahison. Quand on lit avec des sous-titres, parce que je ne parle pas allemand, je regarde un film allemand, j'ai besoin de sous-titres et je vais passer la moitié de mon film à lire
des choses, j'ai une très mauvaise lecture, je lis lentement, je vais me gâcher la moitié de l'image parce que je fais des allers-retours. Le doublage permet de ne pas avoir ça. Mes parents qui ne sont plus vraiment en capacité de lire correctement par des problèmes de vue et tout ça, un film en VO, c'est un problème. Un jeune public, pareil, lire des choses, c'est un problème. Et il y a quelque chose de l'ordre du culturel qui peut être véhiculé par des œuvres audiovisuelles. Et c'est important pour moi d'avoir justement cette VF qui donne une accessibilité et une traduction, comme je le disais tout à l'heure. On a plein d'exemples comme ça, par exemple en coréen. Si tu invites quelqu'un à manger, il va être de bon ton de le remercier de façon, encore une fois, très, très exacerbée. Si on fait ça, en français, on a l'impression qu'on se fout de la gueule de notre hôte, comme quoi il en a trop fait. Et il faut diminuer ça, il faut adapter ça. L'accent londonien, si on le traduit littéralement, on a une touche aristocratique en français. C'est absurde, ça n'a pas de sens. Et il y a plein de choses comme ça qui permettent d'avoir justement une meilleure accessibilité à un contenu. Aujourd'hui, dans ton travail, comment intègres-tu l'intelligence artificielle? Comment est-ce que tu tires, on va dire, bénéfice de cet outil? Je pense qu'il est utilisé pour les traductions, clairement. Mais ça fait déjà des années qu'on a des traductions Google où on voit clairement l'aspect littéral de la traduction. C'est absurde. On corrige ça évidemment en plateau. Mais moi, personnellement, pour l'instant, ça reste. Vu qu'on me donne, en tant que DA, moi, on me donne tout le matériel. Donc, du coup, moi, c'est vraiment de la gestion de personnel, en fait, que je fais. J'ai les comédiens que je connais avec qui j'aime travailler et d'autres que je découvre autant que possible. Et je les convoque. Mais du coup, l'intelligence artificielle, pour moi, n'a pas encore d'impact réel dans mon travail personnel. Non. Et toi, Damien, comment est-ce que tu l'utilises au quotidien? En quoi ces 2 dernières années, ça a complètement changé ta manière de travailler? Ça l'a pas complètement changé, mais ça l'a changé, oui, bien sûr. Oui, je m'en sers tout le temps, évidemment, pour mettre des idées à plat. J'utilise des outils d'IA pour faire du prototypage rapide. C'est des choses, j'étais obligé de passer par des phases de développement. Si je prends des applications ou ce genre de choses, il fallait passer par différents métiers, différentes phases, différents moments. C'était relativement incompressible. Je sais pas coder, je sais pas écrire des lignes de code, mais aujourd'hui, j'interagis avec une IA en langage naturel et elle me code ce que je lui demande. Elle est pas très créative. Je lui demande pas d'être créative. Je lui demande de transformer à quoi je pense et de me le faire pour que ça ait la gueule de ce que j'ai envie de faire. Et elle me le fait. Alors, est-ce que je vais me servir de ça pour sortir 24 sites sur la semaine, là où je mettais, certains vont le faire de choix de ça, oui. Est-ce que justement tu arrives à en tirer profit? Est-ce que tu arrives à trouver ce juste équilibre entre l'utilisation de l'intelligence artificielle me permet de dégager du temps pour non pas faire du productivisme, mais mieux faire les choses, faire des choses qui m'épanouissent davantage, ou c'est un équilibre qui est encore difficile à trouver? Il faut se faire violence, en fait. Parce qu'on n'est pas câblé comme ça. On n'est pas dans un monde où dire en est j'ai pu dégager du temps pour aller marcher 10 minutes ou pour aller chercher mes enfants qui sortent de l'école. C'est pas valorisé, ça. C'est un discours que j'ai souvent moi-même dit, de dire ah, un marteau, on peut construire une maison ou taper son voisin, ça dépend de la main qui tient le marteau. Ouais. Mais les mecs qui ont créé le marteau, ils avaient peut-être quelque chose en tête. Mais c'est pareil avec les IA. De nouveau, dézoomons un peu. Qui sont les personnes qui sont derrière OpenAI et consorts, parce qu'il y en a toute une série derrière. Il y a de l'idéologie derrière ça. OpenAI, il y a du Musk derrière. Quand on voit le rôle qu'il est amené à jouer aujourd'hui, c'est pas anodin. Et donc de les utiliser, on fait des choix. On doit se réapprendre à nous-mêmes un certain nombre de valeurs, un certain nombre de choses qui fait que c'est quoi le vivre ensemble en fait. C'est quoi le commun. C'est qu'est-ce qui fait que on accorde de la valeur à un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que les choses qu'on va faire entre humains auront plus que jamais de la valeur. Mais il faut s'aider des machines. Les machines peuvent nous aider à faire un certain nombre de choses, peuvent nous faciliter des processus, peuvent aussi nous aider dans la créativité. Il y a plein de choses qui peuvent être super intéressantes. Il y a eu le cas d'Andy Warhol's Diaries, qui a été super intéressant, de permettre de synthétiser la voix d'Andy Warhol pour qu'il puisse raconter lui-même sa propre vie derrière. Là, la créativité, elle peut être exacerbée, elle peut être titillée, elle peut être challengée. Grâce à ces outils-là, il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui qui n'étaient pas possibles avant. Et ce serait dommage de se priver de ça. Pour ça, il faut probablement l'encadrer un petit peu.
et réfléchir à ce qu'on veut. Effectivement, on a eu ce concert en hologramme de Whitney Houston. On peut se dire que c'est une possibilité. Maintenant, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'on doit faire des avatars de toute personne pour qu'elle reste éternellement, virtuellement avec nous? Est-ce que éthiquement, c'est souhaitable? Notre rapport au deuil, notre rapport à la nouveauté, la place pour les prochains. Et tu parlais de productivité tout à l'heure. Effectivement, moi, ce que je me demande, c'est... J'entends tout et son contraire, à savoir que tout le travail va disparaître puisqu'on va être remplacé par des IA. Et en même temps, j'entends des analystes qui disent que plus d'emplois pourraient être créés suite à la révolution de l'IA. J'avoue que j'ai du mal à comprendre comment. Et in fine, le problème, c'est que à partir du moment où on produit des choses, c'est pour qu'elles soient achetées, consommées. Mais si le consommateur n'a plus de travail pour acheter ces choses, qu'est-ce qu'on en fait? On va arriver à en donner d'une certaine manière à ce revenu de base universel. Non pas parce que les politiques vont se dire ce serait quand même bien que tout le monde ait un peu de sous. Non, c'est juste qu'ils veulent qu'on leur foute la paix. Ah bah oui. Parce que si les gens n'ont plus assez d'argent pour continuer à fonctionner, ben, ils vont se révolter. Et ça, c'est pas bon pour le business. C'est un peu cynique comme façon de réfléchir, mais moi, je suis un naïf. Je suis optimiste. J'essaie d'être réaliste, mais c'est évident que ça fait peur. C'est évident. Mais il faut pas rester comme une biche, les yeux dans les phares de la bagnole, quoi. En est, il faut bouger. Et si on s'y intéresse pas, si on s'empare pas de ces outils, si on cherche pas à soulever le capot et à regarder comment ça fonctionne pour se dire comment je vais faire un peu du judo moi avec cette force là qui arrive, parce que si je la prends en pleine tronche, je vais pas arrêter la vague avec mes deux mains. Donc, je vais essayer de choper une manche et de retourner le combattant qui arrive en face pour essayer d'en trouver quand même quelque chose qui va faire en sorte que moi à mon échelle individuelle mais à l'échelle collective, on va réussir à s'emparer de ces mécaniques là et à en faire des choses for the good. Parce qu'il y en aura toujours qui le feront for the bad ou que pour leur gueule. Je sais que c'est le sentiment que tu me donnes, Alexis, que tu es très bien renseigné sur la question de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que tu vois justement ton métier dans les années à venir en tant que directeur artistique, la manière dont tu vas devoir collaborer avec cette intelligence artificielle, où elle va, d'une façon ou d'une autre, avoir un impact sur la manière dont tu travailles? Alors ça, c'est vraiment l'inconnu. On n'en a absolument aucune idée. Je discute avec des ingénieurs du son, avec des... Et personne ne sait. Personne ne sait. On a l'impression de temps en temps d'entendre un truc. On avait eu ce truc avec Mon Petit Poney où on se demandait tous, c'est de l'IA ça? C'est pas de l'IA? Et on n'en sait rien. On a des sources qui nous disent que oui, des sources qui nous disent que non. Et puis, in fine, ça fait une boucle informationnelle où tout le monde se recite et on n'en a absolument aucune idée. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que moi, dans mon métier, ce qui m'intéresse, c'est justement l'émotion. C'est justement de prendre un comédien, de lui expliquer ce qu'il doit jouer, pourquoi son personnage ressent ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'on doit ressentir, un petit peu moins de fierté, mais moi un petit peu plus de colère, un petit peu moins de peur, mais quand même, il doit être respectueux parce que c'est son supérieur hiérarchique. Et c'est cette complexité de l'émotion et du sentiment qui m'intéresse et d'amener un comédien à exprimer ça et à ce que je ressente exactement ce que j'ai envie de ressentir, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que ça va m'intéresser de dire ça à une IA, de lui dire un petit peu plus comme ci, un petit peu plus comme ça, puis qu'elle va me le faire? Je ne sais pas si ça va être très intéressant parce que ce qui est intéressant avec l'humain, c'est qu'on aura beau lui dire tout ce qu'on veut, lui, il va faire ce qu'il a en lui, et ça, c'est pour moi imprévisible, et c'est ce qui justement définit l'humain. Alors, je ne dis pas qu'une IA va pas pouvoir faire des choses fantastiques, hein. Je suis pas du tout dans quelque chose de justement dogmatique Mmh. où je sacraliserais l'humain. Non, je pense très sincèrement que l'IA va nous égaler en tout point. À un moment, elle nous a dépassés dans les échecs, dans le go. Euh, pour moi, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, il va rester quelque chose. D'uniforme. En fait, c'est vrai que tout à l'heure, tu citais un des risques qui est souvent évoqué, c'est l'uniformisation de cette machine qui en fait s'auto-alimente. Alors, c'est pas pour moi, ce n'est pas de l'uniformisation. Je pense que l'IA serait tout à fait capable de produire une diversité infinie de choses. Je ne pense pas que l'uniformisation soit un danger. Ce que je pense, et par contre, ça m'intéresse vraiment de savoir ce qu'une IA pourrait développer en se nourrissant d'elle-même et est-ce qu'elle pourrait réellement, pour le coup, créer de nouveau à partir d'elle-même. Ça m'intéresse très très fortement. Maintenant, est-ce que c'est sage à l'heure actuelle de nourrir nos enfants avec ça? Je suis pas sûr. Et c'est là aussi que psychologiquement, on n'a aucune donnée sur qu'est-ce que donne une génération nourrie uniquement avec du contenu créé par IA. On commence à avoir des chiffres, enfin, on commence à avoir des études qui sont menées là-dessus. Tu as cité un truc qui est très, très important, je pense, c'est le caractère imprévisible de l'humain.
Et moi, ça fait partie des choses sur lesquelles je reste assez, justement, optimiste. On est imprévisible. Et tant qu'on restera imprévisible, il y aura cette part d'irrationalité qui fait que, a priori, les machines, elles sont là pour essayer d'anticiper. Et là, il y a de la créativité sur laquelle les machines ne seront pas capables de le faire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est un peu paresseux. Et les machines l'ont comprise. Quand je dis les machines, c'est ceux qui les ont créées, hein. Parce que, faut bien avouer qu'on est quand même très imparfait, et qu'on est très nombriliste aussi, qu'on pense souvent à notre petite gueule et à partir du moment où ça passe bien pour nous, bah, les autres, ça va et qui se débrouillent, quoi. Donc c'est la notion du commun et qu'est-ce qu'on a encore envie de faire en commun? Et si on prend soin du commun, à un moment donné, il y a des décisions, je pense, qui seront assez, obvious et que ça se fera de manière assez mais pour ça, il faut que le politique se ressoucie du commun. Il faut aller porter ces voix-là. Oui, oui, on est en rapport avec le politique. Et vous avez l'impression que le politique entend et qu'il y a vraiment une grosse réflexion par rapport à ça ou Pour ils l'instant, ont le politique entend. entend? Mais il fait ça, Voilà. il fait ça avec tout le monde. Enfin, et c'est logique, ils ne peuvent pas faire grand-chose d'autre Ah non. aujourd'hui. Ils sont pas à la manœuvre. C'est pas eux qui codent. Et ça, ces enjeux-là, bah, les gamins d'aujourd'hui, ils vont être en plein dedans. Avec une génération de profs, avec une génération qui sont pas forcément au courant non plus. Et donc, il va falloir aller dans les écoles. Enfin, il va falloir monter au front avec tout ça. Vraiment. Je reviens sur la reconnaissance d'une voix générée par l'intelligence artificielle, les images aussi générées par l'intelligence artificielle. On sait que c'est très compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, on a quand même des outils qui nous permettent de pointer effectivement si c'est une photographie qui a été prise par un photographe humain ou si c'est une pure création de l'IA? Bah, oui, il y a des outils, mais la créativité, d'une manière générale, prend des trucs à gauche, à droite qui nous plaisent bien, qui nous inspirent et on en fait quelque chose de nouveau. Est-ce que ça veut dire qu'on a la paternité de tout? Non, évidemment que non. Changer ça, c'est fou d'imaginer ça, mais il va falloir le faire à un moment donné. Il y a des artistes qui empoisonnent leurs images aujourd'hui pour empêcher l'IA de venir s'emparer. Et comment ça se fait? C'est logiciel, hein. Ça permet, pixel par pixel, de venir mettre en données des espèces de caches. C'est pas nouveau. On avait les DRM à une époque qui empêchaient de télécharger de la musique et que le MP3 il puisse pas être lu. Enfin, on sait où ça a mené ça, en fait. Tout ce qui empêche bah, il y aura toujours des petits malins qui réussiront à contourner et à aller faire autre chose. Et l'idée même d'empoisonner ma production, OK, oui, si, c'est une voie possible. Explorez-la, allez voir jusqu'où c'est possible et jusqu'où vous allez pouvoir en tirer, en donner un bénéfice. J'ai plutôt l'impression que ça, c'est une logique qui est dans surtout que rien ne change, quoi. C'est pas ma philosophie. Alors après, sur l'empoisonnement on a aussi réfléchi à cette possibilité pour les voix et effectivement, il y a un logiciel qui intègre un son un petit peu, inaudible pour l'homme, mais qui empêche l'IA de centrer sur telle ou telle voix. Je pense aussi que c'est pas pour moi la solution. La solution, c'est justement de légiférer après. C'est à partir du moment où tu veux faire de l'argent avec la voix que tu as volée, là on légifère et il y a une juste rémunération à ceux que tu as volés. Tu le disais, un artiste, il se nourrit de ce qu'il voit, de ce qu'il ne... On peut pas empêcher une IA de se mettre devant la télé. Au bout d'un moment, pour l'instant, pour fabriquer des voix, on a besoin de voix très propres, bien enregistrées. Ça va. Au bout d'un moment, on n'aura plus besoin de rien. Donc ça, c'est une lutte pour moi qui est déjà perdue. Ouais. Maintenant, le watermarking et ce genre de choses, ça serait quand même pour moi intéressant. Mais Une forme de watermarking. Il ouais. faut trouver une façon, justement, où l'œuvre reste intègre, pleinement écoutable, regardable, sans savoir un empoisonnement qui est derrière. L'enjeu, il est aussi sur la capacité à se projeter, hein. C'est ce qui est valable aujourd'hui. La conversation qu'on a là aujourd'hui, dans 6 mois, on a peut-être une autre paire de lunettes sur la tête qui nous permet de ouh là, il s'est passé autre chose. Ou pas. Ou On pas, a, et on, voilà. on a le ChatGPT 5 qui est visiblement très très 5, décevant. 6, 12 qui arrivent derrière. Et à chaque fois, ils annoncent une évolution dingue et en fait, on se rend compte que c'est pas fou. J'aime bien cette archive de l'INA dans les années 80 où des étudiants chauffeurs poids lourds disaient que oui, on sait bien de toute façon qu'on finira pas notre métier là-dedans, qu'on sera remplacé par des robots très rapidement. On a toujours des chauffeurs poids lourds. Et donc, on a ce plafond de verre invisible, on ne sait pas, les hivers de l'intelligence artificielle sont arrivés à des moments où on ne les attendait pas à chaque fois, et on se retrouve avec 20 ans sans évolution aucune, ou presque. Comment est-ce que vous imaginez votre métier dans 10 ans? Comment est-ce que vous espérez l'exercer? J'espère sincèrement de la même façon qu'aujourd'hui, à savoir des comédiens qui expriment des émotions réelles, en espérant avoir du contenu de qualité, parce qu'effectivement, on a des contenus parfois
clairement des dessins animés pour vendre des jouets, clairement des choses comme ça. Et à côté de ça, il y a vraiment des programmes, pour moi, comme Big Mouth, comme les premières saisons de Grownish, qui vraiment diffusent des problématiques sociétales qui sont vraiment importantes pour moi. Et je pense que c'est important aussi que des êtres humains soient vraiment à la manœuvre derrière ces programmes-là et leur accessibilité. Et toi, Damien, grande question. Comment est-ce que tu imagines exercer ce travail dans 10 ans? Et je sais même pas si mon travail existera encore. Je sais pas. J'espère que je continuerai à faire des choses qui seront utiles. Et probablement que l'IA fera partie des outils que j'utiliserai pour essayer d'être utile avec les gens avec qui j'essaie de construire des projets et d'avoir un impact qui soit positif. Mais je suis pas convaincu que j'ai envie que rien ne change. On a ouvert une boîte de Pandore. Il y a eu un accident industriel. C'est vraiment ce moment où on a rendu l'IA générative grand public. Ce move-là n'a pas été organisé, n'a pas été encadré. Et ça n'a été décidé que par des logiques privées, que des logiques de productivité et de productivisme. Rattraper ça, ça va être compliqué. L'enjeu, c'est comment on anticipe la suite. La notion de bien commun, elle va être au centre, je pense, des attentions politiques des années à venir. La productivité en tant que telle, on en atteint un bout. Et notre planète est en train de nous le dire, d'ailleurs. Et c'est en ça que c'est très symptomatique. Ce qui se passe avec le doublage est très, très symptomatique de ce qui se passe dans plein d'autres secteurs d'activité où le numérique, d'une manière générale, a déjà un pas depuis très longtemps, mais où l'intelligence artificielle est en train de s'implanter de manière exponentielle, et ça va nécessiter des vrais choix politiques. Quand je disais tout à l'heure qu'il fallait monter au front, je sais pourquoi je me lève le matin, hein. Et j'ai envie de continuer à savoir pourquoi je me lève le matin. Merci beaucoup, en tout cas. C'est bon pour vous? Merci à vous. Vous venez d'écouter Entre deux prises, le podcast du FIF Namur créé à l'occasion des 40 ans du festival. Cet épisode a été écrit, tourné et monté par Camille Ospi et Hélène Lambert. Merci à Cassiope et Naf du studio Tapage pour son accompagnement et ses précieux conseils, et au Delta qui nous a accueillis dans ses studios. Si vous avez aimé ce premier épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à nous retrouver sur www.fif.be. Et à dans 3 semaines pour notre 2e épisode dédié au cinéma d'animation.